Donc on va commencer avec Jean-François Dortier, qui est un ami de longue date et qui nous a accompagnés souvent dans les rades. Hein. Tu es intervenu plusieurs fois avec brillamment. Et donc, voilà, on va lui céder la parole. Donc je ne sais pas si c'est utile de présenter Jean-François. Je pense que tout le monde le connaît, hein, le créateur de sciences humaines. Et puis aujourd'hui, du humanologue. Mais alors, comment on peut avoir accès à l'humanologue ? C'est très simple. Il y a un site qui s'appelle l'Humanologue. Donc, il suffit de cliquer sur votre moteur de recherche et vous tombez. Ça a été au départ un magazine que j'écrivais, enfin, qui parut sous forme papier. Mais je me suis un peu lassé parce que j'étais le seul auteur. J'avais décidé, après avoir créé Sciences Humaines, que je ne voulais plus m'ennuyer, pour ne pas dire autre chose, avec toute une équipe. Et donc, même si j'en connais ici qui sont des gens charmants, hein, bien sûr, mais enfin, le travail de management, ce n'était pas quelque chose qui me passionnait le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les êtres humains. Alors, les sciences humaines, c'est très bien, mais c'est une constellation de disciplines. J'essaye de les réunir dans une discipline que j'ai créée, qui s'appelle l'humanologie. Comme je suis un petit peu tout seul, alors j'écris tout seul. Donc j'ai fait un magazine d'abord papier, mais c'était un trimestriel. Bon, 128 pages par trimestre, ça faisait beaucoup. Donc maintenant, il est en ligne. Et vous allez sur le site, vous vous inscrivez, vous avez la newsletter, c'est gratuit, vous la recevez. Et il y a des sujets très nombreux. Bien, par exemple, le newsletter qui est sorti il y a 1 heure à peu près parle à la fois de Kafka, des poupées, des orang-outans et de la philosophie de A à Z, pour montrer la diversité. Rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Alors pourquoi pas l'amour ? L'amour, bien sûr. Alors, félicitations, effectivement, d'avoir choisi ce thème. En ce moment, on en a besoin, effectivement, de parler d'amour. Alors, je ne sais pas comment, là, si je vais lancer tout de suite. Ah oui, ça marche. Alors, c'est un thème éminemment humanologique, parce que l'amour est humain, il n'est d'ailleurs pas uniquement humain, il a sans doute des racines animales, on pourra en parler tout à l'heure. Et j'ai titré cette intervention « Qui a inventé l'amour ?» Alors c'est un titre qui peut paraître surprenant parce que, évidemment, l'idée spontanée, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Il remonte dans la nuit des temps, on ne sait pas quand d'ailleurs, sans doute dans le monde animal, il a toujours sans doute existé, sous des formes bien sûr variées, mais j'ai choisi ce titre parce que quand je faisais mes études, il y a déjà longtemps maintenant, il y avait une thèse qui était très courante et qui était diffusée dans les milieux des sciences humaines, selon laquelle, non, l'amour n'a pas toujours existé. Il a un lieu et une date d'invention. On parle là du grand amour, l'amour-passion. Et cette thèse, elle a été défendue avec brio par Denis de Rougemont dans un livre fameux, qui est un livre classique, toujours cité et jamais lu, comme le sont toujours les classiques. C'est L'amour et l'Occident. Et Denis de Rougemont, il soutient la thèse suivante. L'amour-passion est né, et donc le grand amour, est né au Moyen-Âge, à l'époque de l'amour courtois. Alors l'amour courtois, c'est ce fameux amour entre un chevalier et une dame, souvent mariée, un amour platonique, un amour chaste donc, mais un amour sublime, le fin amor, comme on disait. Les modèles de cet amour étaient diffusés au sein des châteaux et dans les cours à travers de nombreuses histoires. L'une des plus célèbres, c'est l'histoire de Tristan et Iseult, bien sûr. Alors Tristan et Iseult, je rappelle, Tristan est un chevalier qui est envoyé par le roi de Cornouailles aller chercher une princesse qui habite en Irlande et qui a été promise
au roi de Cournoye. Lui, c'est simplement le vassal du roi, et c'est son neveu. Et donc, c'est un mariage diplomatique. Le roi n'avait pas besoin de voir la princesse, il va la chercher, et elle va être son épouse. Alors, la mère de la princesse donne quand même, parce qu'elle ne sait pas qui elle va rencontrer, souvent un homme beaucoup plus âgé, eh bien, elle lui donne un filtre d'amour en espérant qu'entre les deux êtres, eh bien, va naître plus que simplement un lien de mariage, mais un lien d'amour. Et Tristan ramène Iseult, la belle Iseult, dans le bateau, et là, il se passe quelque chose d'imprévu, c'est qu'en mangeant, il se trompe de fiole, il verse le filtre d'amour au lieu de boire un verre de vin, tous les deux, et ce qui devait arriver arriva, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Alors comment faire ? Ils arrivent au château, ils vont devoir mener une liaison entre eux, puisque Iseult va se marier avec le roi Marc, le roi de Cornouailles, mais elle va garder une liaison avec Tristan. Alors d'ailleurs, c'est une liaison qui est assez étrange. Il y a différentes versions de Tristan et Iseult, il y en a plein qui ont circulé. Parfois, c'est un amour qui reste chaste. Ils se retrouvent tous les deux dans des grottes ou dans des bois, mais ils se disent des mots d'amour, mais ne se touchent pas. Bon, mais évidemment, le roi, il suspecte quelque chose, que son neveu a une liaison avec sa femme, liaison chaste ou non. Il les a surpris parfois. Et donc, il décide d'envoyer son neveu à la guerre pour pouvoir l'éloigner de sa propre femme. Et là, il y a toute une série de péripéties. Évidemment, les histoires étaient très très longues, avec plein d'épisodes à l'époque, qui étaient racontés par les ménestrels ou les troubadours. Et donc l'histoire a fait que Tristan, au cours d'une bataille, est sévèrement blessé. Iseult court pour lui donner une potion magique, parce qu'elle possède ce talent et les produits qui vont le sauver, mais elle arrive trop tard, lui est mort, et donc finalement elle va mourir de désespoir aussi, c'est une histoire tragique. Et donc qui était racontée comme d'autres du même genre. La plus célèbre aussi, c'est bien sûr celle de Lancelot du Lac et de Guenièvre, la femme du roi Arthur. C'est à peu près le même scénario. Les connaisseurs de Camelot le savent. Donc, c'est toujours une relation entre un chevalier et une belle dame qui est déjà mariée. Et c'est une relation chaste. Et cette relation chaste, elle est particulière, elle est assez intéressante d'ailleurs, parce qu'elle est au cœur du Moyen-Âge, à l'époque où les chevaliers, c'est quand même des hommes très virils, qui font des tournois, des machos, et de penser qu'ils peuvent se délecter d'un amour comme ça, un amour chaste, platonique, où ils s'agenouillent devant une femme, alors que les femmes sont moins que rien dans la société, c'est un renversement des valeurs qui est intéressant à analyser. Et donc, voilà, ces histoires se développent. Et donc, Denis de Rougemont nous dit, voilà la naissance d'un amour idéal qui ne correspond pas à un amour réel. C'est un effet de littérature. Il dira, en fait, Tristan n'aime pas vraiment Iseult, il aime l'amour. Tous les deux aiment l'amour. C'est une fiction littéraire. Et les vrais amants s'approprient cette fiction littéraire. Alors évidemment, ça existe dans la réalité aussi, des amours au Moyen-Âge. Une histoire très connue aussi, celle-là, elle n'est pas racontée parce qu'elle est vraie, c'est celle d'Héloïse et Abélard. Alors, elle est authentique, donc Abélard, c'est un intellectuel de renom, précepteur qui enseigne les lettres, la philosophie, la théologie et ce qu'on appelle les arts libéraux à des jeunes gens, et notamment une très belle jeune femme qui s'appelle Héloïse, qui a 15 ans. Ils tombent amoureux. Ils ont une relation illicite, parce qu'elle aussi a été promise à un autre. Et
Et ils vont même avoir un enfant. Et pour cela, il va être puni. Comme le faisait l'Église à l'époque, on décide de le punir, on se réunit et on envoie une expédition punitive. Et la punition, c'est que Abélard va être châtré, émasculé. Et donc, lui va rentrer dans les ordres ensuite. Elle aussi va devenir abbesse. Et ils vont nouer une correspondance, une fameuse correspondance qui va durer toute leur vie, où loin l'un de l'autre, ils vont continuer à non pas se déclarer leur flamme, parce que c'est assez curieux, c'est Abélard qui a demandé à Héloïse de rentrer dans les ordres, elle voudrait bien qu'ils se revoient, enfin bon, c'est une relation à la fois tortueuse, d'où la fameuse formule des ballades du Dame des temps jadis, où est donc la sage Héloïse, pour qui fut châtré et puis moine, repris par Georges Brassens dans une chanson. Pour Pierre S. Bayard à Saint-Denis, eh bien c'est Abélard. Oh, j'ai oublié de mettre le timing. Alors, des histoires d'amour, toute la littérature française et occidentale en est nourrie. C'est un des grands thèmes de la littérature. Après la littérature de l'amour dit courtois, c'est-à-dire l'amour de cour du Moyen-Âge, il va y avoir d'autres formules qui vont apparaître, par exemple celle de la tragédie amoureuse. La tragédie amoureuse au XVIIe siècle, c'est évidemment c'est Roméo et Juliette, c'est l'amour interdit entre les Capulet et les Montagu. Donc ces deux jeunes gens ne peuvent pas s'aimer et qui finit par un suicide. On retrouve ça aussi dans Phèdre de Racine. Là, l'amour est illicite aussi, puisque c'est Phèdre qui tombe amoureuse instantanément de son beau-fils. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'élevant dans mon âme éperdue. Et ça continue comme ça. Et là aussi, il y a une tragédie qui conclut l'histoire. Alors on pourrait multiplier les autres histoires d'amour qui sont des histoires littéraires. Siècle suivant, il y a eu l'amour, il y a eu au XVIIIe, il y avait l'amour galant. Par exemple, Sappho était... Ah oui, bravo. L'amour galant. C'était l'amour de, je ne me souviens plus le nom exact, d'une femme qui s'appelle Sappho, qui a écrit La carte du tendre. C'était dans une histoire, un roman fleuve aussi, comme on savait le faire à l'époque. Aux amours galantes ont succédé les amours libertines de Laclos avec les liaisons dangereuses. Et puis on pourrait multiplier comme ça, passer de siècle en siècle, passer à l'amour romantique, l'éducation sentimentale de Flaubert, le jeune homme qui rentre dans la vie, qui là aussi rencontre une femme mariée. Et c'est un amour, il est épris d'elle, et c'est un amour qu'il idéalise. Et puis, dans ces romans qu'on appelle les romans d'apprentissage du XIXe siècle, eh bien, peu à peu, on se heurte à la réalité. Le Rouge et le Noir est un peu fait de cette façon aussi. Ça finit par une tragédie. On a au XXe siècle ensuite beaucoup plus de thèmes qui vont parler de l'amour et du désir. Et donc Radiguet, Le diable au corps. J'ai pris ceux-là parce que ça me paraît être des ouvrages marquants. Les plus marquants, il y en aurait d'autres peut-être, L'écume des jours, L'amant, et puis Bielle de Seigneur, bien sûr, sans doute un des plus beaux livres qui a été écrit sur l'amour. Là encore, un amour adultère et un amour qui finit aussi en tragédie, c'est-à-dire en suicide. Ce qui fait aussi ces histoires d'amour, leur clé, c'est qu'il y a souvent un amour impossible ou interdit, sulfureux, qui finit mal. Les histoires d'amour finissent mal en général, et qui alimente toute une littérature et qui alimente aussi l'idée, qui était celle de Rougemont, qu'en fait, il y a deux choses chez Denis de Rougemont. Alors d'abord, il faut savoir une chose, c'est que lui, quand il a écrit son livre, il était marié et il a eu une relation, on l'a appris après, il a eu une relation passionnelle aussi avec une jeune femme.
Il s'est beaucoup interrogé pour savoir s'il devait rompre son mariage ou rompre sa liaison. Finalement, il a eu un sursaut de morale très chrétienne, disant non, non, je ne dois pas céder à la tentation. Et donc, il va rompre avec sa belle, enfin sa maîtresse, et finalement défendre l'idée que le mariage est plus important, la fidélité et le mariage chrétien notamment. Donc il a un discours très important qui consiste à dire la passion amoureuse, elle est hostile à la famille, parce que le mariage, la liaison adultère peut faire éclater la famille. Il n'avait pas tout à fait tort, hein. Par la suite, on s'est aperçu qu'effectivement, aujourd'hui, il est devenu normal de penser que si on ne s'aime plus, on doit se séparer, et ça fait exploser des cercles familiaux. Et lui pensait qu'il fallait que non, la famille soit sauvegardée avant tout. Et donc, il y a un conflit entre la passion et l'ordre social. Et dans la plupart de ces récits, on a souvent cela. Roméo et Juliette, eh bien, c'est un conflit entre l'amour et les familles. Les romans du XIXe siècle d'apprentissage, c'est toujours aussi des relations adultères qui mettent en danger l'ordre social parce que on pourrait prendre Madame Bovary, enfin plein d'autres histoires qui sont de même nature. Mais surtout, son idée à lui, la plus importante, c'est que, en fait, quand on tombe dans un amour passionnel, on s'éprend en fait d'un idéal qui est illusoire en partie et qui a été créé par la littérature elle-même. D'où cette fameuse expression « Tristan n'aime pas Iseult, il aime l'amour ». Elle, c'est la même chose. Donc il dit qu'en fait c'est une fiction, cet amour passionnel. Il ne peut pas durer. Le mariage, voilà quelque chose de stable. Il ne requiert pas l'amour forcément. Enfin quand même. Un peu, mais pas l'amour passionnel. Donc passion et ordre social sont conflictuels. Et deuxièmement, le travail des écrivains qui consiste à idéaliser l'amour, en fait, crée un mythe, un artifice, qui est aussi un danger, et de toute façon qui n'est pas non plus forcément inscrit dans la nature humaine. Il a une histoire, cet amour passionnel, et il est renforcé par le mythe de l'amour lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, voilà son idée. Récemment, il est paru un autre livre, d'ailleurs, Marilyn Yalom, qui est une Américaine, elle dit c'est les Français qui ont inventé l'amour même. C'est la littérature française. On est les French lovers, nous les hommes français, c'est bien connu, mais en plus les écrivains, eux, ils sont particulièrement distingués dans la façon de mettre en scène l'amour sous toutes ses formes. Voilà l'idée de Denis de Rougemont. Est-elle vraie, est-elle fausse ? Elle est très discutable, à mon avis. Elle est très discutable d'abord parce que, est-il vrai que c'est une invention de l'Occident du Moyen-Âge, ces histoires d'amour ? Alors, allons nous promener un petit peu dans d'autres civilisations pour voir si on n'a pas retrouvé le même mythe ou le même sentiment. Alors, on peut aller au plus loin, par exemple, au Japon, 200 ans avant l'amour crotois, vers l'an 1000, il y a un des premiers romans de la littérature mondiale qui est le fameux dit du... Oula, j'ai fait une faute. C'est le dit du Genji. Oubliez le cas, c'est le Genji. Genji, c'est le fils d'un empereur japonais. Alors, c'est écrit par une femme qui était à la cour impériale, qui a écrit aussi un roman fleuve, c'est des milliers de pages, avec une grande finesse psychologique qui décrit les relations aussi qu'il y a au sein de la cour impériale japonaise. Et donc on considère que c'est sans doute le premier roman de l'histoire mondiale. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé le roman. Et donc le récit, alors comme il est très long, il y a plein d'épisodes, je ne vais pas vous le faire, mais en gros la trame est la suivante. L'empereur du Japon a épousé une première femme dont il a eu un enfant, et puis cette femme est morte assez tôt,
Et donc il s'est épris ensuite d'une très belle concubine, mais qui était très bas dans l'échelle sociale. C'est le grand mythe du prince et de la bergère. C'était pas une bergère, mais enfin elle était très basse, et donc normalement il ne devrait pas se marier avec elle parce qu'elle n'est pas issue de la noblesse. Donc ça met en cause déjà la stabilité de l'ordre impérial. Ce jeune garçon, qui est le fils de l'empereur et qui s'appelle lui Genji, voilà, ça va être le personnage principal de l'histoire. Sa mère donc est morte très très tôt. Il n'a qu'un vague souvenir de cette mère, mais il le trouve dans cette belle-mère, c'est-à-dire la nouvelle femme de son père, qui a son âge. Il tombe amoureux d'elle, parce qu'elle ressemble beaucoup à sa mère, et il tombe éperdument amoureux d'elle. Et ils vont d'ailleurs avoir noué une relation. Il est tellement beau aussi, tellement séduisant, tellement intelligent, et très mélancolique aussi. Il est irrésistible, Genji. Même quand vous lisez les pages, vous tombez amoureux, qui que vous soyez. Et donc, ils vont avoir aussi un enfant caché. L'empereur va aussi éloigner son fils et l'envoyer se balader un peu partout dans le monde. Il va rencontrer plein d'autres femmes. Et en fait, dans la succession des épisodes, c'est des formes de l'amour différentes qu'il rencontre. Parfois, c'est la sensualité. Parfois, c'est un amour très éthéré avec une personne qui est inaccessible. Et donc, il y a une sorte de variation des thèmes de l'amour dans ce roman. Un jour, par exemple, il rencontre une femme sublime qui pense être la femme de sa vie. Elle est tellement belle, elle est tellement intelligente, elle correspond tellement à son idéal. Et puis, ils passent une nuit d'amour ensemble. C'est la plus belle des nuits d'amour qu'il pouvait imaginer et qu'il a vécue au cours de sa vie. Et le lendemain matin, elle tombe malade et elle meurt. Donc vous voyez, ensuite il va rencontrer d'autres histoires d'amour comme ça. Puis finalement il vieillit. Voilà une histoire d'amour telle que l'on racontait au Japon au Moyen-Âge, avant les ménestrels européens. Si on allait en Chine, en Chine on trouverait aussi des histoires comparables. Il y en a plein, je n'ai pas retenu le nom de toutes, mais j'ai sélectionné celle-ci, c'est le palais de la longévité. Là aussi, c'est une histoire d'empereur. À chaque fois, ça se passe souvent dans les cours. Ceux qui pouvaient écrire sont les lettrés, ce sont les mandarins, et ils racontent leur monde. Et là, c'est toujours aussi souvent des histoires d'un empereur avec une femme de basse condition. Et donc, qui transcende aussi les normes. Le palais de la longévité, c'est le palais de la longue vie, de l'éternité, de l'immortalité. Les empereurs, ils voulaient tous être immortels, ils souhaitaient cela. Et donc, il y a aussi... il faudrait que je me souvienne de la trame. Bon, ça va me revenir. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Bon, c'est une histoire la Phèdre, en tout cas c'est au même moment d'ailleurs, c'est exactement au même moment où Racine écrit là que... Oh, je vais retrouver quand même mes notes. Il faut que je retrouve quand même mes notes, parce que je sais que c'est une belle histoire. Bon, tant pis. Merci. Eh oui, si, ça y est. Donc il aime une femme de basse condition, et donc leur mariage est très mal vu dans la cour. Alors pour pouvoir élever la demoiselle à un rang supérieur, il décide de nommer le frère de sa belle Premier ministre. Étant Premier ministre, il rentre dans les rangs de la noblesse, et du coup, il grimpe, et toute la famille grimpe dans l'échelle sociale. Sauf que ce frère, qui est donc le beau-frère de l'empereur, il est brutal, il est incompétent, en gros il est nul,
et à un tel point qu'il met vraiment l'Empire en danger. Et donc tous les gens de la cour disent non, il faut s'en débarrasser, et votre devoir, c'est de l'éliminer. À l'époque, ça se faisait comme ça, on élimine. Donc on tue. Et donc l'empereur est sommé de tuer son beau-frère, qui est donc le frère de son amoureuse. Ce qu'il va faire, et elle, évidemment, se trouve dans un dilemme terrible. Son propre frère a été tué par son amoureux. Elle ne peut pas survivre à ça, alors elle se suicide. C'est triste, hein ? Mais rassurez-vous, les Chinois, eux, ils n'aiment pas les histoires qui finissent mal. Donc il y a un happy end. Alors le happy end, c'est qu'en fait, les dieux ont été émus par cette histoire-là. Ils ont donc envoyé un petit génie. Le génie, il a donné une potion qui ressuscite la belle. Et finalement, ça y est. Leur amour éternel va durer et ils auront beaucoup d'enfants. C'est bien, hein ? Bon, alors on va changer, on a passé le Japon, la Chine. Donc des histoires comme ça, on pourrait en trouver en Inde. En Inde, on pense toujours que l'Inde, c'est le Kama Sutra, plus les fresques où on voit des femmes voluptueuses avec des belles fesses, des gros seins, en disant en fait c'est que le désir dont ils parlent et non pas l'amour. Non pas de l'amour sublime, mais en fait il y en a aussi. Dans le Mahabharata, là aussi il doit y avoir une grosse faute dans le titre, non ? On ne sait rien, je ne sais pas. Bon, il y a un amour divin entre Krishna, qui est une divinité avec ses avatars, et Radha, qui est une divinité aussi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est deux dieux qui s'aiment, mais qui sont comme les dieux à l'époque, comme ils ont des avatars, ils sont toujours en train sur le terrain, en train de faire autre chose, ils ne se voient jamais. Mais ils ont scellé quand même un amour, qui est un amour pur, un amour divin, et qui transcende en fait leur rencontre. Donc le thème qu'il y a derrière, c'est qu'on peut aimer une personne par-delà le contact physique, par-delà les rencontres réelles, dès lors qu'on s'est juré l'amour. Et donc c'est un amour éternel et immatériel à la fois. Allez, encore une autre histoire, on ne s'en lasse pas. Ah bah si, il y en a aussi des vrais. Là aussi, j'ai mis aussi le Taj Mahal parce que celle-là, elle est vraie. C'est l'histoire donc d'un prince moghol, donc musulman, qui a une femme dont il a eu quand même 14 enfants et qui est mort dans ses couches au 14e accouchement. Et il est tellement malheureux que cette femme qui l'accompagnait d'ailleurs partout, même dans ses expéditions militaires, ce qui ne se faisait pas à l'époque, qui lui fait construire sans doute un des plus beaux monuments du monde, le Taj Mahal. Et là encore, c'est assez intéressant parce que c'est une société musulmane, enfin c'est un roi musulman, un empereur musulman, enfin un roi, le Maharaja, donc le roi des rois, musulman, enfin, c'est un sultan, je dis une bêtise, mais qui a colonisé une partie de l'Inde et qui noue une vraie dévotion pour sa femme. Là, c'est sa femme mariée, et il est encore dans un pays où il était normal d'avoir une cinquantaine ou une centaine de courtisanes et de filles d'un harem. Donc, ce n'était pas donné. On en trouve, on vient un peu plus près de chez nous, dans le Moyen-Orient, des histoires aussi d'amour. Il y en a des belles dans les 1001 nuits. La plus longue histoire des 1001 nuits, celle durant laquelle Scheherazade, vous savez, pour pouvoir maintenir en vie, raconte tous les soirs une nouvelle histoire au roi, qui fait exécuter au matin toutes les princesses avec qui il a passé la nuit. Elle raconte donc ces histoires pour pouvoir maintenir comme ça en vie elle et sa sœur. Et l'histoire la plus longue, elle fait 60 nuits, c'est celle du prince Kamar al-Zaman et la princesse Boudour. Là aussi, c'est une histoire étrange, mais comme on le fait dans les contes, le prince Kamar al-Zaman, c'est aussi un beau garçon,
adorable, magnifique, séduisant, à tel point qu'il a même séduit une fée. Et une fée qui l'a remarqué et qui le trouve tellement extraordinaire, elle pense que c'est le plus beau des êtres, elle décide d'aller le montrer à son copain, le génie, je ne sais plus comment, pour lui dire « Regarde ce que j'ai trouvé ». Et lui, le génie, il est en Chine, il dit « Attends, moi j'ai trouvé quelque chose aussi, hein. Une princesse, il n'y a rien de plus beau ». Alors il dit « Non, mais pas comme mon prince ». Si, la princesse Boudour. Alors il décide de les enlever tous les deux et de les comparer durant leur sommeil, et il les compare. Et à ce moment-là, les deux se réveillent, et ce qui devait arriver arriva. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. C'est beau, hein? Et l'histoire suit, là aussi, des tas d'épisodes. À un moment donné, ils sont quand même séparés, parce que la princesse Boudour a été promise à un autre. Le prince, lui, est écarté. Il est envoyé par son père, qui avait imaginé le marier à une autre femme. Donc il l'écarte, il l'envoie visiter d'autres royaumes, aller mener la guerre ici ou là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la princesse Boudour qui part à la recherche de son amoureux. Et pendant les épisodes, c'est de son point de vue qu'on raconte l'histoire. Là encore, tout à fait intéressant, c'est une femme qui a l'initiative. Ce n'est pas le prince qui cherche sa belle, c'est elle qui recherche partout et qui donc décide seule de mener des aventures. Et comme d'ailleurs elle traverse des pays où une femme seule ça ne se fait pas, elle se déguise en homme. Et comme elle est très belle, elle arrive même dans un royaume où on la trouve si belle, on pense que c'est un jeune homme aussi beau qu'un roi veut la marier à sa fille. Et le mariage est organisé. Et la nuit de noces se passe entre ces deux femmes. Et au matin, la jeune épouse et la princesse Boudour font un subterfuge pour faire croire que le mariage a été consommé en mettant du sang sur le drap. Et bon. Bref, les aventures continuent comme ça. À la fin, là aussi, ils vont se retrouver. C'est une belle histoire qui a un happy end. Bref, voilà, on peut faire une tournée comme ça de toutes ces histoires. Il y en aura plein d'autres. En tout cas, la leçon, c'est qu'on peut déjà dire que Denis de Rougemont aurait pu élargir le spectre. L'amour, ce n'est pas une invention de l'Occident et du Moyen-Âge. On trouve ça dans d'autres civilisations. Mais on peut se dire aussi, oui, mais il y a une autre thèse qui est importante chez lui, c'est que non seulement l'amour, c'est une invention de l'Occident, mais c'est une fiction littéraire. Et là, ça semble vrai quand même, parce que toutes les histoires que je vous ai racontées, c'est des histoires inventées. Ce sont des contes, ce sont des légendes, ce sont des mythes. Mais est-il vrai que l'amour, ce ne soit finalement, enfin le grand amour, l'amour passionnel, il soit que le produit de ces histoires qu'on se raconte? Je vous redonne la citation, je crois l'avoir ici. Tristan et Iseult ne s'aiment pas, ce qu'ils aiment, c'est l'amour, c'est le fait même d'être aimé. Ce qui supposerait que seuls les gens nourris de belles histoires peuvent en connaître des histoires comme ça. C'est-à-dire qu'ils intègrent dans leur imaginaire, dans leurs relations personnelles, des histoires fabuleuses. Et ils font des films, en gros. Ils n'aiment pas vraiment, ils désirent, mais ils greffent une couche d'imaginaire dessus. C'est la thèse de Rougemont et d'autres auteurs que moi, je ne partage pas. Alors là, je me permets d'intervenir en tant du monologue, et puis aussi d'expert de l'amour. Ben oui, parce que l'amour et la guerre, ça ne s'apprend pas dans les livres, hein. Ça s'apprend dans la réalité. Donc, quand vous avez connu un grand amour, un beau, un grand, un éternel amour, qui traverse les années, vous dites, est-ce que c'est finalement qu'une fiction? Est-ce que je ne me raconte pas d'histoire quand je vois ma belle? Ou quand elle me voit, est-ce qu'elle ne se raconte pas des histoires sur moi? Des histoires nourries de nos lectures d'enfance. Encore que moi, je ne lisais pas beaucoup, hein.
On peut soutenir une autre thèse, c'est qu'en fait, toutes ces histoires et ces récits ont marqué les esprits, non pas parce que c'était une pure fiction, une pure invention, une sorte d'artifice greffé sur la réalité, mais parce que ces histoires, elles touchent le cœur de chacun et des cordes sensibles qu'on a tous en nous et que nous sommes tous capables d'aimer et d'aimer éperdument. On peut ne pas rencontrer la bonne personne, mais quand on lit ces histoires, pourquoi elles nous accrochent ? C'est qu'en fait, il y a bien au fond de nous quelque chose qui relève de cette capacité à aimer de façon passionnelle, de façon idéale, et que l'amour n'est pas qu'un désir sexuel avec dessus greffé, sur lequel on greffe une couche de littérature. Il y a bien du romantisme en chacun de nous. Il y a de la passion possible en chacun de nous. La réalité ne va pas donner forcément vie à cela, parce qu'on n'aura pas forcément rencontré l'être aimé, mais vous voyez, ça renverse la perspective. Et si on pense, comme je le pense, que l'être humain, de toute façon, a une part constitutive de sa nature, c'est l'imaginaire. C'est le fait de vivre des relations avec les autres qui sont profondément ancrées aussi dans l'imaginaire. Elles sont faites aussi de représentations. Ce qui veut dire que moi, quand je vois ma belle, forcément, je l'idéalise. Mais quand je l'idéalise, ce n'est pas une distorsion de la réalité, c'est la réalité de l'amour. Et j'espère qu'elle le fait aussi. Et si on peut entretenir cette illusion un peu tous les deux, c'est que dans notre relation, consubstantielle à notre relation, il y a ce mariage entre la réalité et l'imaginaire, qui est consubstantiel à l'être humain, et qui ne peuvent pas être dissociés ou ne vus simplement comme une sorte de greffe artificielle sur une réalité plus prosaïque. Ce qui permet d'expliquer aussi... Oh, je vais peut-être m'arrêter là, j'en suis où de mon temps ? Si, on va en discuter, allez, je vais m'arrêter là. Non, mais comme ça, on va pouvoir parler de ça. Les vraies histoires d'amour se nourrissent d'imaginaire, les vrais. Donc, quand il y a la Saint-Valentin, on s'offre des fleurs, quand il y a des déclarations un peu qui circulent sur Internet, qui paraissent un peu guimauves, du jeune homme qui se met à genoux et qui offre sa bague, il simule en fait le chevalier servant vis-à-vis de sa belle. Elle, quand elle va au rendez-vous amoureux, elle se fait en princesse. Et quand ils vont se marier, elle va être habillée en princesse. Mais parce que ça fait partie du film. Mais ce film, il fait partie de leur réalité, de la réalité humaine, dont on ne peut pas s'émanciper. Enfin, du moins, je l'espère. Donc, si vous voulez en savoir plus, on va en parler tout de suite, si ça va nous laisser le temps de discuter un peu. Sur l'humanologue, vous tapez sur l'humanologue, j'ai fait toute une série d'articles sur le sujet, l'amour animal, est-ce qu'il y a encore du romantisme aujourd'hui, l'amour à la chinoise, l'amour, comment être tombé amoureuse d'un tueur en série, bon. Ah oui. Oui, parce qu'ils reçoivent, les tueurs en série, ils reçoivent à chaque fois, Guy Georges par exemple, il a un courrier du cœur tous les matins, c'est comme ça. Nordan Lelandais, pareil. Hein. Puis les femmes qui viennent, il y a même eu un enfant depuis qu'il est en prison. Plusieurs liaisons. Bon. Il y a un beau livre là-dessus qui s'appelle « Il n'est pas celui que vous croyez ». Bon, allez, je m'arrête là pour qu'on discute un peu et pour vous laisser la parole. Alors, combien de temps il me reste ? Parce que je n'ai pas regardé, en fait. Un quart d'heure, bah, c'est très bien. Oh, bah, non, c'est parfait. Les témoignages sont bienvenus aussi. Hein. Oui ? Où est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Alors, là-bas, il y a une personne tout au fond.
dans le noir. Dans le noir. Et qui s'appelle Elisa, je crois. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais aller à contre-courant de ce que vous avez dit parce que je suis très intéressée par la phrase de Lacan qui dit « Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». Et l'amour, ça peut être aussi l'occasion de beaucoup de malentendus, de spéculations sur ce que l'autre peut apporter, etc. Et j'aime beaucoup cette phrase de Lacan aussi, qui est quand même une alerte pour, au nom de l'amour, ne pas faire n'importe quoi. Bon alors, c'est pas d'abord parce que Lacan l'a dit que c'est vrai, hein. On est d'accord. C'est pas pour autant que c'est faux, mais il faut apporter des arguments derrière au-delà de la formule. Alors la formule est donc, vous pouvez me la rappeler ? C'est celui qui donne ce qu'il n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ? Non, moi je suis pas du tout d'accord. Non. L'amour, c'est on donne aussi beaucoup de soi-même à quelqu'un qui en demande de façon insatiable et qui en veut, souvent même beaucoup plus qu'on ne peut lui en donner. Donc on peut renverser parfaitement. Bon, je ne suis pas Lacan, mais on peut faire un contre-Lacan. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, il y a une chanson de Freddie Mercury qui s'appelle « Je cherche quelqu'un à aimer ». Le pouvoir cette chanson, j'aime bien ce titre, Somebody to Love. Je cherche quelqu'un à aimer, pas d'être aimé par quelqu'un. Alors Lacan, lui, c'était un homme, lui, il connaissait l'amour de lui-même, hein, de façon infinie. Alors je comprends aussi que ça fonctionne bien avec le personnage. Il n'a rien donné. Les autres n'en veulent pas. Ben si, en plus, les autres en voulaient. Ils leur demandaient, mais bon. Bref, on ne va pas s'arrêter trop sur Lacan. Une autre question ? Oui ? C'est bien parce qu'il y a de l'imagination qu'il peut y avoir des déceptions. Oui. Oui, encore qu'on dit habituellement que c'est plutôt le réel qui vient lutter contre l'idéal. La force de l'imagination aussi, c'est de pouvoir sans cesse se renouveler. Elle ne se heurte pas toujours forcément au réel. Donc, je ne sais pas, tu as un exemple en tête, tu as... Non, au contraire, moi j'aurais tendance à penser l'inverse. Surtout, regarde les mariages tels qu'ils se créent, c'est même un produit commercial, le mariage maintenant. Ouais. Et derrière, il y a un taux de divorce énorme. Donc ça veut bien dire qu'il y a une espèce de croyance, une imagination qui en fait ne correspond pas à la réalité. Mais ce n'est pas forcément l'imagination, c'est la réalité qui se heurte. D'abord, il n'y a pas que les divorces, il y a les séparations, les unions libres qui font quelque chose. Tiens, il y a Luc Ferry qui vient d'écrire un livre là, qui est paru, je crois, hier ou avant-hier, qui s'appelle « Ne vous mariez pas ». Parce qu'il dit la chose suivante, et d'ailleurs il reprend des histoires classiques d'amour, il dit « Le mariage tue l'amour ». Pourquoi ? Parce que la communauté physique du quotidien, bah évidemment, ça détériore la passion. Et donc, si on veut entretenir la passion, il faut garder une certaine distance. Garder une certaine distance, c'est parfois une distance physique, faire ce qu'on appelle aujourd'hui les couples non cohabitants, ou en tout cas garder un certain mystère vis-à-vis de l'autre. Même quand on vit au quotidien avec quelqu'un, on ne se donne pas totalement. Et donc là, il y a bien une construction de soi, de son apparence, pour pouvoir maintenir auprès de l'autre l'amour de l'autre, eh bien, il ne faut pas se laisser aller, en gros. Et ne pas se laisser aller, eh bien, c'est aussi construire un personnage idéal. C'est aussi être un chevalier servant, de la même façon que elle, quand c'est une femme, veut être une belle princesse tout le temps, ou une reine. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire l'inverse. C'est-à-dire que l'imaginaire, au contraire, c'est le seul remède à la réalité matérielle et un peu prosaïque des choses et de la vie quotidienne.
Oui. Ah ben, après. Oui, l'amour rend aveugle, faut-il apprendre le braille? Bravo. Oui, merci de vos explications. Vous parlez des amours hétérosexuels, il y a les amours homosexuels, et il y a l'amour divin. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah oui. Alors bon, j'en ai parlé un petit peu là avec Krishna et Radha, mais c'est vrai que c'est un beau thème, ça, celui de l'amour. Alors l'amour divin, l'amour pour un être invisible, c'est peut-être à ça que vous songez, qui était ce qu'on appelait autrefois, d'ailleurs ça date du Moyen-Âge, le mariage mystique. Le mariage mystique, c'était le mariage d'une femme, mais aussi d'un homme, avec Jésus. Et ce mariage, c'était le fait de se donner entièrement à une personne imaginaire. Là, ce n'était pas un ami imaginaire comme les enfants, c'est un amour imaginaire comme celle de Sainte Thérèse. Tout le monde connaît ce tableau de Bernin qui est en extase et qui raconte même qu'elle a quelque chose comme une sorte d'orgasme métaphysique ou théologique, je ne sais pas comment dire, qui est une sorte de nirvana mystique qui fait qu'on peut rentrer en communion avec un être invisible, mais surtout qui, auprès des moines et des sœurs, était une sorte d'entretien au quotidien d'un lien avec un personnage qui n'existait pas. Et donc on utilisait simplement des images, des supports, des prières pour faire un vrai contact avec une personne invisible. Et ça, c'est assez troublant, de se dire qu'on pourrait combler. Alors, physiquement, c'est difficile, mais combler en quelque sorte une absence par l'idéalisation pour un être qui n'existe pas. Donc c'est ça le mariage mystique. Alors le mariage mystique, ça a été vraiment Sainte Thérèse d'Avila, mais il y a Sainte Thérèse de Lisieux, il y a des textes infinis pour pouvoir atteindre cette sorte de communion avec le Christ. Ça existe également dans le soufisme. Hein. C'est pas propre, et c'est intéressant parce que dans le soufisme, souvent c'est des hommes aussi qui ont une relation, qui font un mariage avec Dieu. Et d'ailleurs, hein, je rappelle aussi que ce mariage mystique, il était très particulier dans l'Église catholique, ça me revient, c'est que lors de l'ordination des sœurs qui rentraient par exemple au Carmel, eh bien, le jour de l'ordination, elles étaient en robe blanche et on leur donnait une alliance. Et maintenant, en cellule, tu vas retrouver ton Seigneur. Elle brûlait de ces moments où elle pouvait se retrouver seule en communauté avec son Seigneur. Il y a une autre histoire qui est plus réelle, moi qui m'a touché beaucoup, c'est celle de Richard Feynman. Peut-être que je vais retrouver sa lettre qu'il a écrite. Richard Feynman, c'est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Fondateur de l'électrodynamique quantique, ne me demandez pas ce que c'est, mais tout le monde le met au niveau de Einstein. Alors c'était un type très, très sympathique, très jovial, très brillant, c'était un génie. Et quand il était au lycée, il avait rencontré une femme dont il était tombé amoureux aussi. Et je vais finir là-dessus, vous allez voir. Vous allez pleurer. Si je la retrouve. Et donc, il demande en mariage sa belle, mais à ce moment-là, c'est difficile parce que il doit partir à Harvard. Il est tellement bon qu'on l'envoie à Harvard. Et on dit donc, Toc, dès que je reviens, on se marie. Attends-moi. Mais il y va 1 an, 2 ans, 3 ans, il passe son doctorat. Il refonde la physique quantique, en gros, entre-temps. J'espère que j'ai pris le bon. Hein. Et pendant ce temps-là, elle tombe malade aussi. Elle a la tuberculose. Et quand il va la voir, il ne peut même pas l'embrasser pour ne pas attraper la maladie.
Bon, j'espère que c'était dans ce numéro, mais alors peut-être pas. Ça fait rien, j'en ai une autre histoire qui est belle là. Ah, la voici. Donc elle meurt. Elle meurt. Ils se sont mariés. Ils ont quand même consommé un peu, mais assez peu. Et elle meurt. Il va ensuite quand même se remarier. Il va avoir des enfants. Mais le jour de son décès à lui, on va retrouver dans son portefeuille une lettre qu'il a écrite à son épouse défunte, qu'il gardait sur son cœur. Et cette lettre, je vais vous la lire. Ma chérie, je t'aime. Je sais combien tu aimes l'entendre, mais je ne t'écris pas uniquement parce que ça te plaît, je l'écris parce que ça m'apporte du réconfort. J'ai du mal à comprendre ce que cela signifie de t'aimer depuis que tu as disparu. Mais je veux te consoler et prendre soin de toi. Je veux que tu m'aimes et que tu prennes soin de moi. Il parle à une morte. Je veux pouvoir discuter de problèmes avec toi. Je veux faire des petits projets avec toi. Quand tu es tombé malade, tu t'es inquiété de ne pas pouvoir m'offrir ce que tu désirais. Vous voyez ce que ça veut dire ? M'offrir ce qui te semblait nécessaire pour moi. Mais il ne fallait pas t'inquiéter. Comme je te l'avais alors expliqué, ce n'était pas nécessaire car je t'aimais beaucoup et de bien des manières. Et aujourd'hui encore, une certitude demeure. Tu ne peux plus rien me donner désormais, mais je t'aime et tu t'interposes sur mon chemin pour en aimer une autre. Et je ne veux pas que cela change. Toi disparu, tu vaux bien plus que n'importe quelle autre femme vivante. Je sais que tu vas me trouver fou et que tu veux que je sois pleinement heureux et que tu ne veux pas entraver mon chemin. Je parie que tu es surprise que je n'aime pas eu de petite amie sauf toi. Après 2 ans, je ne comprends pas. J'ai rencontré quelques femmes, des très jolies, et je ne veux pas rester seul, mais après 2 ou 3 rencontres, elles ne sont toutes que poussière. Il ne reste que toi. Toi, tu es vraiment réel. Ma chère épouse, je t'aime. J'aime ma femme est morte. Et comme il avait le sens de l'humour, il avait mis un petit PS. Pardonne-moi si je ne pose pas cette lettre, mais je ne connais pas ta nouvelle adresse. C'est beau, hein ?